Abonnez-vous à Confessions interdites pour découvrir d'autres histoires. Commençons par celle-ci. J'avais l'habitude de penser que j'avais tout compris. 8 ans de mariage, une magnifique petite fille de 6 ans nommée Emma qui avait mes yeux et le sourire de sa mère. Une maison de 3 chambres dans une banlieue calme avec un garage pour 2 voitures et une balançoire dans le jardin. Jennifer et moi n'étions pas riches, mais nous étions à l'aise. Je travaillais comme chef de projet dans une entreprise technologique. Elle était coordinatrice marketing dans un bureau d'entreprise en centre-ville. Nous faisions des barbecues le week-end, des collectes de fonds pour l'école, des soirées en amoureux un vendredi sur 2. De l'extérieur, nous semblions parfaits. Je suis Evan, 35 ans, le genre d'homme qui répare le robinet qui fuit avant d'appeler un plombier, qui planifie les vacances 6 mois à l'avance, qui ne perd pas facilement son sang-froid. Mon père m'a élevé pour être stable, fiable, un bâtisseur et non un destructeur. J'avais une confiance absolue en ma femme. C'était peut-être ma première erreur. Les fissures ont commencé à apparaître il y a environ 3 mois, bien que je n'ai pas voulu les voir au début. Jennifer est devenue distante. Pas tout d'un coup. C'était subtil, comme regarder une photographie se décolorer au soleil. Elle a cessé d'initier toute intimité. Puis, elle a cessé d'y répondre. Notre chambre est devenue une zone de guerre froide faite de dos tournés et d'excuses marmonnées. Je suis fatiguée, disait-elle en se détournant de moi. J'ai une réunion tôt, murmurait-elle une autre nuit. Peut-être ce week-end, promettait-elle. Mais le week-end ne venait jamais. Elle a commencé à aller à la salle de sport 5 soirs par semaine. De nouveaux vêtements de sport sont apparus dans son placard. Des vêtements chers, moulants, rien à voir avec les t-shirts trop grands qu'elle portait avant. Son téléphone est devenu une extension de sa main, toujours face vers le bas sur la table, toujours hors de portée. Elle s'est mise à prendre des appels dans la salle de bain, la porte verrouillée, sa voix n'étant plus qu'un murmure étouffé à travers les murs. Les soirées entre filles sont devenues un rituel hebdomadaire. Elle partait à 19h et rentrait en titubant vers 2h du matin, sentant le vin et un parfum que je ne reconnaissais pas. Quand je lui ai posé la question doucement, prudemment, parce que je ne voulais pas avoir l'air contrôlant, elle a retourné la situation contre moi. « Pourquoi m'interroges-tu, Evan » m'a-t-elle aboyé un soir. « Je ne t'interroge pas. Je suis juste, ai-je commencé à expliquer. Tu te montres paranoïaque, peu sûr de toi, m'a-t-elle interrompu en croisant les bras, les yeux froids. Tu as écouté trop de ces podcasts sur la masculinité toxique, n'est-ce pas? J'ai le droit d'avoir une vie en dehors de cette maison. C'est là que la manipulation psychologique, gaslighting, a commencé. Chaque question que je posais devenait la preuve de mon dysfonctionnement, de mon insuffisance, de ma faiblesse. Elle me faisait douter de mes propres yeux, de mes propres instincts. Peut-être que j'étais paranoïaque. Peut-être que j'étais le problème. Mais les détails n'ont cessé de s'accumuler. Un mardi soir, j'ai remarqué qu'elle avait changé le code de son téléphone. Le code à 4 chiffres qui était l'anniversaire d'Emma depuis 3 ans était soudainement devenu autre chose. Quand je l'ai mentionné avec désinvolture, elle a balayé ça d'un rire. « Oh, je l'oublie sans arrêt, alors je l'ai changé pour quelque chose de plus facile », a-t-elle dit avec dédain. Elle a commencé à se doucher à la seconde où elle passait la porte après le travail. Pas après le dîner, pas avant de se coucher. Immédiatement, comme si elle avait besoin de se laver de quelque chose sur sa peau. J'ai trouvé de la nouvelle lingerie dans son tiroir, de la dentelle noire, de la soie rouge, des choses que je ne l'avais jamais vue porter. Quand je lui ai posé la question, elle a dit qu'elle se l'était achetée pour se sentir confiante, mais je ne l'ai jamais vue sur elle, pas une seule fois. Le point de rupture s'est produit un jeudi après-midi. J'ai quitté le travail plus tôt. Une réunion avec un client a été annulée et je suis rentré vers 16h. La voiture de Jennifer était dans l'allée. Je suis entré par le garage en pensant lui faire une surprise. Peut-être suggérer de dîner tôt. Au lieu de cela, je l'ai trouvée à la table de la cuisine, l'ordinateur portable ouvert, le visage rouge, en train de fermer frénétiquement des fenêtres sur l'écran. « Evan, mon Dieu, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais à la maison ?» halta-t-elle en claquant violemment l'ordinateur portable. Une réunion a été annulée. « Qu'est-ce que ai-je commencé à demander. Rien. Juste des trucs pour le travail. Une présentation. » Elle m'a coupé la parole, la voix trop aiguë, trop rapide. Je suis resté là à la regarder, ma femme, la mère de mon enfant,
la femme à qui j'avais tout confié, et j'ai su. Je n'ai rien dit. Je l'ai embrassée sur le front, j'ai pris une bouteille d'eau dans le réfrigérateur et je suis monté me changer. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'elle pouvait l'entendre. Cette nuit-là, allongé dans le lit à côté d'elle, écoutant sa respiration régulière pendant qu'elle dormait, j'ai pris une décision. Je n'allais pas la confronter. Pas encore. J'allais tout savoir. Chaque mensonge, chaque trahison, chaque instant où elle pensait s'en tirer. Et ensuite, j'allais agir. J'ai fixé le plafond dans l'obscurité, son corps chaud à quelques centimètres du mien, et je me suis murmuré, je ne suis pas fou, et je ne suis pas faible. Je suis juste patient. Je suis devenu un fantôme dans ma propre vie. Pendant les 2 semaines qui ont suivi, j'ai souri au petit déjeuner. Je l'ai embrassé en partant à la porte. Je lui ai envoyé des SMS pendant la journée. Comment se passe le travail? Je t'aime. Et elle a répondu par les mêmes amabilités vides de sens. Le soir, je bordais Emma dans son lit, lui lisais des histoires de princesses et de dragons, puis je me glissais dans le lit à côté d'une femme que je ne reconnaissais plus. Mais intérieurement, je montais un dossier. La première étape fut le traceur GPS. Nos voitures étaient en copropriété, toutes deux à nos 2 noms, ce qui signifiait que j'avais parfaitement le droit légal d'installer un dispositif de suivi. J'ai acheté une petite unité magnétique en ligne, le genre qu'utilisent les détectives privés, et je l'ai fixée sous le pare-choc arrière de Jennifer un matin alors qu'elle se préparait encore. L'appareil était synchronisé avec une application sur mon téléphone. Dans les 3 jours, j'ai eu ma première anomalie. Mardi soir, cours de yoga de 19h à 21h, m'avait-elle dit, sauf que le GPS montrait sa voiture garée dans une résidence en copropriété du côté nord de la ville, à 24 km du studio de yoga où elle prétendait aller. Elle y est restée 2h17. Le schéma s'est répété chaque mardi et jeudi. Même endroit, même durée. Je ne l'ai pas confrontée. J'avais besoin de plus. La deuxième étape a été d'engager un professionnel. Un ami d'université, Mike, avocat d'affaires, m'a recommandé un détective privé nommé Tony Greco. Flic à la retraite, 25 ans dans les forces de l'ordre, dirigeant maintenant une petite agence spécialisée dans les affaires d'infidélité. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant un samedi matin pendant que Jennifer pensait que j'étais à une conférence de travail. Tony approchait de la 60aine, barbe grise, yeux fatigués. Il a écouté mon histoire sans m'interrompre, puis a sorti un bloc-notes. J'ai besoin de photos, lui ai-je dit directement. De vidéos si possible. J'ai besoin de savoir avec qui elle est. Depuis combien de temps cela dure-t-il, a-t-il demandé, son stylo planant au-dessus du papier. Je ne sais pas, 2 mois, 3, ai-je répondu honnêtement. Tony a hoché lentement la tête. Cela me prendra 1 semaine, peut-être moins. Je la suivrai mardi et jeudi. J'obtiendrai ce dont vous avez besoin. Ce n'est pas donné. Je me fiche de ce que ça coûte, ai-je dit fermement. Il m'a donné un tarif forfaitaire, $3000. J'ai payé la moitié d'avance en espèces. 6 jours plus tard, Tony m'a envoyé un SMS. J'ai ce qu'il vous faut. Rencontrons-nous. Nous nous sommes retrouvés dans le même restaurant. Il m'a tendu une enveloppe manille. À l'intérieur, il y avait des photos, des dizaines. La voiture de Jennifer entrant dans la résidence. Jennifer marchant vers un appartement spécifique. Le 312, portant une bouteille de vin. Un homme ouvrant la porte. Grand, carrure athlétique, cheveux bruns, la trentaine bien entamée. Ils se sont embrassés. Pas un petit bisou. Un vrai baiser. Les mains dans les cheveux, les corps collés l'un contre l'autre. D'autres photos. Eux, partant ensemble des heures plus tard. Elle, ajustant ses vêtements. Lui, avec sa main dans le bas du dos de Jennifer. Tony m'a également remis un rapport imprimé. Son nom est Derek Brennan. 38 ans, divorcé, directeur des ventes dans l'entreprise de votre femme, a-t-il expliqué en tapotant le document. Il vit dans cet appartement depuis environ 1 an. D'après ce que je peux voir, il se voit au moins 2 fois par semaine depuis 2 mois. J'ai fixé les photos. Mes mains n'ont pas tremblé. Je n'ai rien ressenti. Juste une clarté froide et parfaite. Il y a plus, a continué Tony en faisant glisser une clé USB sur la table.
J'ai récupéré quelques SMS supprimés de votre compte iCloud partagé. Vous voudrez les lire. Ce soir-là, après que Jennifer soit allée se coucher, je me suis assis dans mon bureau et j'ai ouvert les fichiers sur la clé USB. Les SMS étaient pires que les photos. Derek, j'ai hâte de te voir jeudi. Mais ce truc noir que j'aime bien. Jennifer, tu es insatiable, lol. Et s'il le découvre? Derek, il ne le découvrira pas. Il n'a aucune idée de rien. Jennifer, je sais. Il ne remarque même plus quand je rentre tard maintenant. C'est un peu triste. Derek, alors, quand est-ce que tu le quittes? Jennifer, bientôt. Je dois d'abord régler la question des finances. Et Emma, c'est compliqué. Derek, prends ton temps. Je ne vais nulle part. J'ai lu chaque message. Des centaines. Des photos explicites qu'elle lui avait envoyées, des plans qu'ils avaient faits, des blagues sur moi, sur mon ignorance, sur la facilité avec laquelle elle me dupait. Elle avait même consulté un avocat spécialisé en divorce il y a 2 semaines. J'ai trouvé la confirmation par email enfouie dans son dossier de courriers indésirables. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis resté assis dans le noir. Elle ne se contentait pas de tricher. Elle planifiait. Elle planifiait de partir, de prendre Emma, de vider nos comptes et de recommencer à zéro avec cette ordure. Pas si je passais à l'action en premier. Le lendemain matin, j'ai appelé Audrey Delgado, une avocate spécialisée en divorce que Mike m'avait recommandée. Le Bulldog, l'avait-il appelée, une femme qui se spécialisait dans les affaires très conflictuelles et qui ne perdait pas. Audrey m'a reçu cet après-midi-là. Je lui ai tout montré, les historiques du GPS, les photos, les SMS, les emails. Elle s'est adossée à sa chaise et a souri. « Monsieur Hay, votre femme vient de vous remettre les clés du royaume », a-t-elle dit avec satisfaction. Ne la confrontez pas. Ne dévoilez pas votre jeu, laissez-moi déposer la requête en premier et quand nous serons prêts, nous la frapperons si fort qu'elle ne saura pas ce qui s'est passé. J'en ai aussi parlé à une autre personne, mon jeune frère, Jake, 32 ans, ancien marine, actuel chef de chantier, le genre d'homme qui posait une seule question et la pensait. « De quoi as-tu besoin ?» a-t-il dit quand je l'ai appelé. « Je te le ferai savoir », ai-je répondu calmement. Le chapitre s'est clos avec moi assis dans mon pick-up devant cette résidence un jeudi soir, regardant la voiture de Jennifer entrer sur le parking. J'ai envoyé à Jake un SMS d'une seule ligne. Mardi prochain, 19h. Je t'expliquerai tout. La vengeance, je l'ai appris, est une question de contrôle. Il ne s'agit pas de crier, de casser des choses ou de faire un scandale. Il s'agit d'avoir 3 coups d'avance pendant que votre ennemi pense qu'il est en train de gagner. Jennifer pensait qu'elle était si prudente, si intelligente. Elle n'avait aucune idée que je démantelais sa vie brique par brique depuis 2 semaines et demie. Audrey Delgado a travaillé vite. Dans les 3 jours suivant notre première rencontre, elle a préparé les papiers du divorce, exhaustifs, dévastateurs et stratégiquement brutaux. Mais nous ne les avons pas encore signifiés. Cela viendrait plus tard, juste après la confrontation, laissant à Jennifer un temps zéro pour cacher des actifs ou se coordonner avec son propre avocat. La clé est que vous ayez déposé la requête en premier, m'a expliqué Audrey lors de notre 2e rendez-vous, se penchant en avant avec les mains croisées. Dans cet état, cela vous donne l'avantage. Nous citons l'adultère comme motif, ce qui a un impact sur tout. La garde, la pension alimentaire, le partage des biens. Elle a déjà consulté un avocat, mais elle n'a pas encore déposé de demande. Elle attend. Essayant probablement de comprendre comment maximiser son gain. Grave erreur. Audrey m'a également aidé à verrouiller les finances. J'ai ouvert un compte bancaire séparé et transféré discrètement la moitié de nos économies communes, m'appartenant légalement. J'ai changé le dépôt direct de mon salaire. J'ai documenté chaque dépense partagée, chaque actif, chaque dette. Si Jennifer pensait qu'elle allait s'en tirer avec la maison et un gros chèque, elle délirait. Mais la stratégie juridique n'était qu'une partie du plan. Je voulais qu'elle ressente ce que je ressentais, l'humiliation, la trahison, la perte de contrôle. Et pour cela, j'avais besoin d'aller au-delà de la salle d'audience. 2e étape, l'angle social. J'ai fait quelques recherches sur Derek. Il s'est avéré que sa patronne dans l'entreprise de Jennifer était une femme nommée Carole Simmons, vice-présidente des ventes, une 40aine d'années, connue pour diriger d'une main de fer.
Le professionnalisme en entreprise était sa religion. Les liaisons au travail étaient sa kryptonite. Je n'ai pas contacté Carole directement. Pas encore. Mais j'ai envoyé un email anonyme aux ressources humaines, soigneusement rédigé, pas d'accusation directe, juste des inquiétudes concernant une conduite inappropriée entre Jennifer et Derek Brennan. J'ai inclus de vagues références à des réunions en dehors des heures de travail et à un comportement non professionnel. Je savais que les RH commenceraient à poser des questions, et une fois qu'elles l'auraient fait, toute l'affaire s'effondrerait. J'ai également contacté quelques personnes clés dans le cercle social de Jennifer. De manière décontractée, indirectement. Sa meilleure amie, Melissa, par exemple. Je l'ai appelée un soir sous prétexte de préparer une fête d'anniversaire surprise pour Jennifer. « Est-ce qu'elle t'a semblé stressée ces derniers temps ?» ai-je demandé, la voix sincèrement inquiète. « Elle a tellement travaillé, elle est restée tard. Je veux juste m'assurer qu'elle va bien. » Melissa a hésité à l'autre bout du fil. « Eh bien, elle a mentionné qu'elle avait affaire à un collègue difficile. »« C'est peut-être ça », a-t-elle proposé de façon incertaine. « Oui, peut-être. » Ai-je acquiescé avec compassion. J'avais planté la graine. Quand la vérité éclaterait, Melissa et tous les autres se souviendraient de cette conversation. Ils réaliseraient que Jennifer leur avait menti à eux aussi. Mais la pièce maîtresse de mon plan était la confrontation elle-même. Je connaissais maintenant l'emploi du temps de Jennifer par cœur. Chaque mardi et jeudi, cours de yoga de 19h à 21h, disait-elle, sauf que ce n'était pas du yoga. C'était l'appartement de Derek, unité 312, 3e étage. Je surveillais le bâtiment depuis une semaine. La sécurité était une blague. Un seul gardien qui s'ennuyait à la réception et qui levait à peine les yeux de son téléphone. Jake et moi avions tout planifié avec soin. Nous allions attendre que la voiture de Jennifer soit sur le parking, puis entrer comme si nous étions chez nous. Pas de masque, pas de mise en scène, juste deux hommes rendant visite. « Quel est le but ici ?» m'a demandé Jake la veille au soir. Nous étions assis dans son garage en train de boire de la bière, l'odeur de la sciure de bois et de l'huile de moteur épaisse dans l'air. Je veux qu'elle me voie, ai-je expliqué, la voix stable. Je veux qu'elle sache que je sais, et je veux que Derek comprenne qu'il y a des conséquences. Jake a hoché lentement la tête. Jusqu'où va-t-on ? A-t-il demandé prudemment. Aussi loin qu'il le faudra, ai-je répondu sans hésitation. Il n'a rien demandé d'autre. Je me suis également préparé pour les suites. J'ai préparé un sac pour moi, vêtements, articles de toilette, documents. J'en ai préparé un pour Emma, aussi, son animal en peluche préféré, quelques livres, une semaine de tenue. Nous allions rester chez mes parents pendant un moment. Je les avais déjà appelés, j'avais expliqué la situation. La réponse de mon père a été simple. La porte est toujours ouverte, fils, avait-il dit fermement. J'ai informé l'école d'Emma des éventuels problèmes de garde. J'ai parlé directement à la directrice, je lui ai remis une copie de la demande de garde temporaire d'Audrey. Si ma femme essaie de venir chercher Emma sans ma permission, vous m'appelez immédiatement. Lui ai-je intimé sérieusement. Elle a hoché la tête, comprenant la gravité de la situation. Bien sûr, monsieur est. J'ai aussi changé les serrures de notre maison. Légalement, j'y étais autorisé. Mon nom figurait sur l'acte de propriété et je ne lui interdisais pas de récupérer ses affaires, mais elle n'allait pas revenir chez moi comme si de rien n'était. Le lundi soir, je me suis assis à la table de la cuisine avec Emma pour l'aider à faire ses devoirs. Elle travaillait sur un dessin, une maison, un arbre, un soleil avec un visage souriant. « Papa, ça va ?» a-t-elle demandé soudainement, me regardant avec ses grands yeux bruns. J'ai souri tendrement. « Je vais bien, ma chérie. » Je réfléchis juste, l'ai-je rassuré. « À quoi ?» a-t-elle insisté innocemment. « À la chance que j'ai de t'avoir, » ai-je répondu sincèrement. Elle a souri et s'est remise à colorier. Jennifer est entrée quelques minutes plus tard, les clés tintant, le téléphone à la main. Elle a embrassé Emma sur la tête, puis m'a regardé. « J'ai le yoga demain soir. Tu pourras aller chercher Emma à la danse ?» a-t-elle demandé avec désinvolture. « Bien sûr » ai-je dit, ma voix parfaitement égale. « Pas de problème. » Elle a souri, inconsciente, confiante, intouchable, et est montée à l'étage. J'ai regardé le dernier SMS de Jake sur mon téléphone. « Prêt quand tu le es ?» ai-je répondu. « Demain, 19h. Chez Derek. »
Ne sois pas en retard. Puis j'ai effacé le message et j'ai glissé le téléphone dans ma poche. Mardi, 18h47. Jake et moi étions assis dans mon pick-up de l'autre côté de la rue, face à la résidence de Derek. Le moteur éteint, les vitres entr'ouvertes. L'air du soir était frais, transportant la faible odeur de l'herbe fraîchement coupée et des grillades lointaines. La normalité. Pendant ce temps, mon cœur était un battement de tambour régulier dans ma poitrine. Pas de panique, pas de peur, juste un objectif froid et concentré. « Tu es sûr de toi ?» a demandé Jake doucement, la voix basse. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'observais l'entrée du parking, attendant. À 18h52, la Honda argentée de Jennifer est arrivée. Elle s'est garée près de l'entrée latérale, a vérifié son téléphone, puis est sortie. Elle portait des leggings noirs, un haut ajusté, sa tenue de yoga. Ses cheveux étaient détachés, tombant librement sur ses épaules. Elle était belle. Elle l'avait toujours été. Je n'ai rien ressenti. Allons-y, ai-je finalement dit. Nous avons traversé la rue, les mains dans les poches, nous déplaçant comme si nous avions notre place là. À l'entrée principale, il y avait un agent de sécurité derrière un bureau, la vingtaine, absorbé par son téléphone. Des AirPods dans les oreilles. Il a levé les yeux quand nous sommes passés. « Vous venez voir un ami ?» ai-je dit avec désinvolture, sans m'arrêter. Il a hoché la tête et a continué à faire défiler l'écran. Nous avons pris l'ascenseur jusqu'au 3e étage. Le couloir était calme, moquette beige, œuvre d'art générique sur les murs. L'unité 312 était au fond. J'entendais une légère musique à l'intérieur. Du jazz, peut-être des rires. J'ai essayé la poignée de porte, elle n'était pas verrouillée. Arrogance ou négligence, cela n'avait pas d'importance. J'ai poussé la porte pour l'ouvrir. La scène était exactement ce à quoi je m'attendais, mais la voir en personne faisait un autre effet. Jennifer et Derek étaient sur le canapé, des verres de vin sur la table basse, le bras de Derek autour de ses épaules. Elle riait de quelque chose qu'il avait dit. Ils étaient tous les deux à moitié habillés, sa chemise à elle déboutonnée, le jean à lui ouvert, à l'aise, familier. Ils ne nous ont pas entendus au début. Puis les yeux de Jennifer se sont dirigés vers la porte, son visage s'est vidé de ses couleurs. « Evan » a-t-elle haleté, sa voix à peine un murmure. Derek s'est levé d'un bond du canapé, trébuchant sur ses propres pieds. « C'est quoi ce bordel ? Qui êtes » a-t-il commencé agressivement. « Assieds-toi » ai-je ordonné. Ma voix était calme, d'un calme mortel. Derek m'a regardé, puis a regardé Jake, un M88, des bras comme des troncs d'arbres, une expression taillée dans la pierre, et sa bravade s'est évaporée. Il s'est assis. Jennifer s'est empressée de boutonner sa chemise, les mains tremblantes. « Evan, qu'est-ce que tu fais ici ? C'est insensé. Tu ne peux pas juste, a-t-elle balbutié frénétiquement. Je ne peux pas juste quoi, les jeux interrompus en entrant dans la pièce. J'ai qu'à fermer la porte derrière moi. Je ne peux pas surprendre ma femme avec son collègue. Je ne peux pas voir ce que tu fais tous les mardis et jeudis depuis 2 mois. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Elle a d'abord essayé de nier. Je ne sais pas ce que tu penses avoir vu, mais, a-t-elle commencé faiblement. Arrête. Je l'ai coupé. J'ai sorti mon téléphone, ouvert les photos que Tony m'avait envoyées. Je les brandis. J'ai des photos, Jennifer. J'ai les historiques du GPS. J'ai tes SMS effacés. Je sais tout. Son visage s'est effondré. Le déni a fait place à la colère. Son mode par défaut quand elle était acculée. Tu m'as espionné, tu as suivi ma voiture, tu as fouillé dans mon téléphone. C'est illégal, Evan. C'est, a-t-elle hurlé. Ce n'est pas illégal de suivre une voiture dont je suis copropriétaire, ai-je déclaré froidement. Ce n'est pas illégal d'accéder à un compte iCloud partagé. Mais tu sais ce qui est illégal ? L'adultère. Dans cet état, c'est un motif de divorce pour faute, et c'est exactement ce que je dépose. Derek a finalement retrouvé sa voix. Écoute, mec, je n'ai pas. Ce n'est pas, a-t-il bredouillé pathétiquement. Je me suis tourné pour lui faire face directement. Tu savais qu'elle était mariée. Tu savais qu'elle a une fille. Tu l'as fait quand même, ai-je dit, ma voix plate et accusatrice. Il a essayé de se lever,
gonflant le torse dans une faible démonstration de masculinité. Vous devez partir. C'est chez moi. J'appellerai les flics si, a-t-il menacé. Vas-y, ai-je répondu calmement. Appelle-les. J'adorerais expliquer à la police pourquoi je suis ici. J'adorerais aussi l'expliquer à Carole Simons, ta patronne, celle qui s'intéresse beaucoup à l'éthique sur le lieu de travail. Le visage de Derek a pâli, mais ensuite il a commis une erreur. Il a tendu la main vers son téléphone sur la table basse, prévoyant probablement d'appeler la sécurité de l'immeuble ou de bluffer pour s'en sortir. Jake a bougé plus vite. Il a attrapé le poignet de Derek au milieu de son geste, l'a tordu brusquement. Le craquement a été audible, un bruit humide, profond dans l'os. Derek a hurlé, un gémissement animal et aigu. Il s'est effondré sur le sol, se tenant le bras, des larmes coulant sur son visage. Jésus-Christ, a crié Jennifer avec horreur. Tu lui as cassé le bras, Evan. Tu as amené ton frère pour agresser quelqu'un. Tu es un psychopathe. J'appelle la police. Vas-y, ai-je répété calmement. Appelle-les. Mais avant que tu ne le fasses, laisse-moi t'expliquer ce qui va se passer ensuite. Je me suis approché d'elle. Elle a reculé contre le canapé, les yeux écarquillés, le mascara coulant. Demain matin, on te signifiera les papiers du divorce. L'adultère est cité comme motif. J'ai des preuves, des SMS, des photos, des déclarations de témoins. Audrey Delgado est mon avocate. Cherche-la. Elle ne perd pas, ai-je expliqué méthodiquement. La respiration de Jennifer s'est accélérée. Evan, attends. Parlons de ça, a-t-elle plaidé désespérément. Il n'y a rien à dire, ai-je dit fermement. Je demande la garde exclusive d'Emma. Tu l'as négligée pour entretenir cette liaison. J'ai documenté ça aussi. Carole Simons. Elle aura un rapport complet lundi matin. Ta famille, tes amis, ils le sauront tous d'ici le week-end. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle protesté faiblement. Je l'ai déjà fait, ai-je répondu froidement. Je me suis penché vers elle, ma voix devenant un murmure. Tu as joué, Jennifer. Tu pensais être assez intelligente pour te jouer de moi. Tu ne l'as pas été. Et maintenant, tu vas tout perdre. Son visage a changé, passant de la colère à la panique, puis à quelque chose ressemblant à du désespoir. S'il te plaît, Evan, pense à Emma. Pense à ce que cela va lui faire, a-t-elle supplié, des larmes coulant sur son visage. Je pense à Emma, ai-je répondu doucement. C'est pourquoi elle ne va pas grandir en voyant son père se faire manquer de respect dans sa propre maison. Je me suis tourné vers Jake. On a fini ici, ai-je dit simplement. Derek était toujours par terre, gémissant, berçant son bras. Jennifer restait figée, les larmes coulant sur son visage, la bouche s'ouvrant et se fermant comme si elle cherchait des mots qui n'existaient pas. Nous sommes sortis, sans nous retourner. Dans le pick-up, Jake m'a lancé un regard. Ça va, a-t-il demandé avec inquiétude. Ouais, ai-je répondu en expirant lentement. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais à cause de l'adrénaline. Le poids de ce qui venait de se passer. Ça va. Nous sommes retournés chez moi. La voiture de Jennifer était toujours chez Derek. Je m'en fichais. Quand je suis rentré à la maison, j'ai trouvé ses sacs déjà prêts sur le porche d'entrée. L'assistant d'Audrey s'en était occupé pendant notre absence, comme prévu. Les serrures avaient été changées. À l'intérieur, la maison était silencieuse. Emma était chez mes parents, en sécurité, inconsciente de tout. À 23h43, la voiture de Jennifer s'est garée dans l'allée. Elle a frappé à la porte. Evan, ouvre la porte. Tu ne peux pas faire ça. C'est ma maison, aussi, hurlait-elle désespérément. J'étais assis dans le salon, les lumières éteintes, une bière à la main. Je n'ai pas répondu. Elle a frappé pendant 20 minutes. Puis elle a appelé. Je n'ai pas décroché. Puis elle a envoyé des SMS, allant de la rage à la supplication, puis aux menaces. J'ai bloqué son numéro. Vers minuit, elle a fini par partir. Je suis resté assis seul dans le noir, me laissant ressentir les choses. Tout. La rage, le chagrin, la trahison, la satisfaction. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste respiré.
Les 2 semaines suivantes furent une démolition contrôlée. Mercredi matin, les papiers du divorce ont été signifiés à Jennifer à son bureau. L'huissier lui a remis l'enveloppe dans le hall, juste devant ses collègues. Selon l'enquêteur d'Audrey, elle a lu la première page, est devenue toute blanche et s'est enfermée dans les toilettes pendant 30 minutes. À midi, son avocat, un avocat de pacotille qu'elle avait embauché dans la panique, a appelé le cabinet d'Audrey pour essayer de négocier. Audrey l'a fait taire en moins de 5 minutes. Votre cliente a commis l'adultère, m'a rapporté Audrey plus tard, racontant l'appel avec satisfaction. Elle n'a aucun moyen de pression. Elle n'aura pas la maison. Elle n'aura pas de pension alimentaire, et elle n'aura très certainement pas la garde principale. Son avocat le sait. Il ne fait plus que limiter les dégâts maintenant. Le volet juridique avançait rapidement, mais les retombées sociales étaient encore plus brutales. Comme on pouvait s'y attendre, Derek n'a pas porté plainte pour son bras cassé. Probablement parce que porter plainte signifierait expliquer pourquoi nous étions dans son appartement en premier lieu. Cela signifierait que son entreprise et son ex-femme découvriraient sa liaison. Alors, il a gardé le silence, est allé aux urgences, a eu un plâtre et a menti à ses collègues en parlant d'une chute. Mais les RH ne sont pas restées silencieuses. L'email anonyme que j'avais envoyé une semaine plus tôt a déclenché une enquête interne. En quelques jours, Derek et Jennifer ont tous deux été convoqués à des réunions séparées. L'entreprise avait une politique stricte contre les relations au travail, en particulier entre des employés d'un même département. Derek était directeur des ventes. Jennifer relevait de quelqu'un qui relevait de lui. C'était un conflit d'intérêts digne d'un manuel scolaire. Jennifer a été renvoyée le vendredi. Problème de performance, l'ont-ils appelé officiellement, mais tout le monde savait. Derek a été mis à l'épreuve. Ses commissions ont été gelées dans l'attente d'un examen complet. J'ai entendu dire que Carole Simons avait supervisé personnellement l'enquête et n'était pas contente. Apparemment, Derek avait déjà fait le coup, draguant des employés subalternes, brouillant les frontières professionnelles. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. L'exil social a été rapide. Les amis de Jennifer, pour la plupart d'autres mamans de l'école d'Emma, ont pris leur distance. Tromper était déjà quelque chose de moche, mais tromper et ensuite perdre son enfant au tribunal, c'était autre chose. Je n'ai pas eu besoin de dire un mot. La vérité s'est répandue d'elle-même. Des murmures dans les files d'attente du covoiturage, des conversations à voix basse lors des réunions de l'association des parents d'élèves. En revanche, je suis devenu la victime, le mari loyal qui a été trahi, le père dévoué luttant pour sa fille. Je n'ai pas joué là-dessus. Je n'en avais pas besoin. Les gens ont vu la vérité. Jennifer a essayé de me contacter à plusieurs reprises. SMS, messages vocaux, jusqu'à se présenter à mon bureau. Elle alternait entre la rage et la manipulation. Tu as ruiné ma vie, Evan. J'espère que tu es heureux. J'ai fait une erreur. S'il te plaît, pense à Emma. On peut arranger ça. Tu vas regretter ça. Mon avocat dit que j'ai des droits. J'ai bloqué son numéro. Toutes les communications passaient par Audrey. La garde a été la partie la plus difficile, non pas pour moi, mais pour Emma. Le tribunal m'a accordé la garde totale temporaire sur la base des preuves de la liaison de Jennifer et de son incapacité à offrir un foyer stable. Elle avait emménagé dans un studio exigu. Pas de travail, pas d'économie. Jennifer a obtenu un droit de visite supervisé un week-end sur 2 heures dans un lieu neutre avec un superviseur désigné par le tribunal présent. Emma ne comprenait pas complètement. Elle savait que maman et papa ne vivaient plus ensemble. Elle savait que maman était triste et pleurait beaucoup pendant leur visite. Mais je ne lui ai pas dit pourquoi. Je ne voulais pas l'empoisonner contre sa propre mère. Pourquoi maman ne vit plus avec nous, m'a demandé Emma un soir à l'heure du coucher, sa petite voix confuse. Je me suis agenouillé à côté de son lit, écartant les cheveux de son front. Parfois, les grandes personnes font des choix qui font qu'elles ne peuvent plus vivre ensemble. Mais maman et moi t'aimons tous les deux très fort. Ça ne changera jamais, ai-je expliqué doucement. Est-ce que c'est de ma faute, a-t-elle demandé, les larmes aux yeux. Non, ma chérie. Ce n'est pas de ta faute. Pas même un petit peu, l'ai-je rassuré fermement. Elle m'a serré dans ses bras, ses petits bras enroulés fermement autour de mon cou. Je l'ai tenue jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Derek, quant à lui, avait ses propres problèmes.
Son ex-femme avait découvert la liaison. Je ne sais pas comment, mais je soupçonne que quelqu'un l'a prévenu et l'a utilisé contre lui dans leur bataille pour la garde. Il a perdu le droit de visite de ses propres enfants, visite supervisée uniquement, dans l'attente d'une évaluation psychologique. Le karma. 6 semaines après la confrontation, je me tenais dans mon jardin, une bière à la main, regardant le coucher du soleil. Emma était à l'intérieur en train de regarder des dessins animés. Le divorce progressait. Jennifer travaillait à temps partiel dans un magasin de détail en essayant de rassembler de quoi payer son loyer. Je ne la détestais plus. Je m'en fichais, tout simplement. 6 mois plus tard, j'étais assis sur mon porche arrière, une bière à la main, regardant le coucher du soleil saigné d'orange et de rose à l'horizon. Emma était à l'intérieur en train de fredonner la chanson d'un dessin animé sur des animaux qui parlent. Le son de son rire filtrait à travers la porte moustiquaire, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri. Le divorce avait été finalisé il y a 3 semaines. Jennifer avait signé tout ce qu'Audrey lui avait mis sous les yeux. Elle n'avait pas le choix. Les preuves étaient irréfutables. Elle avait obtenu un droit de visite supervisé un week-end sur 2. 2 heures, lieu neutre, un superviseur du tribunal prenant des notes. Elle essayait de se reconstruire, avais-je entendu dire. Un emploi à temps partiel dans un grand magasin, un appartement d'une chambre du côté, une thérapie, peut-être. Je ne la surveillais plus. Je n'en avais pas besoin. J'ai passé un après-midi, apportant à Emma un nouveau vélo pour son 7e anniversaire. Nous nous sommes assis sur le porche pendant qu'elle faisait des cercles dans l'allée, ses petites roues tremblotantes. « Est-ce que tu le regrettes ?» a soudainement demandé Jake, en ouvrant une bière. « La façon dont tu l'as fait ?» J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. « Non », ai-je répondu honnêtement après un long silence. Elle a eu le choix. Elle l'a fait. Je me suis juste assuré qu'elle en affronte les conséquences. Jake a hoché lentement la tête. C'est de bonne guerre. A-t-il répondu, acceptant ma réponse sans jugement. Je n'étais pas sorti avec d'autres femmes, je n'y avais même pas pensé. Ma priorité, c'était Emma, le travail, et reconstruire mon sens de moi-même. J'ai commencé à aller plus souvent à la salle de sport. Je passais des week-ends avec Jake et quelques vieux amis d'université. J'emmenais Emma au parc, au cinéma, au zoo. De petites choses normales qui ressemblaient à des miracles après des mois de chaos. Je n'essayais pas de me trouver. Je savais déjà qui j'étais. J'étais un homme qui ne se laissait pas avoir 2 fois. Un père qui brûlerait le monde pour protéger sa fille. Un bâtisseur qui avait reconstruit sa vie sur les cendres de la trahison de quelqu'un d'autre. Ce soir-là, après le bain d'Emma, je l'ai bordée dans son lit. Elle serrait son lapin en peluche préféré, les yeux déjà lourds de sommeil. « Papa » murmura-t-elle à moitié endormie. « Oui, ma chérie » ai-je répondu doucement. « Es-tu heureux » a-t-elle demandé innocemment. J'ai fait une pause, baissant les yeux vers son petit visage. Si innocente, si confiante. « Je vais bien » ai-je dit prudemment. « Et c'est suffisant. » Elle a souri et a fermé les yeux, satisfaite de ma réponse. J'ai embrassé son front, éteint la lumière et fermé la porte doucement. En bas, je me suis assis dans le salon plongé dans le noir. Pas de télévision, pas de musique, juste le léger bourdonnement du réfrigérateur et le bruit lointain des grillons à l'extérieur. Je ne me sentais pas victorieux. Je ne me sentais pas justifié. Je me sentais entier. Pour la première fois depuis 1 an, la rage avait disparu. La trahison m'avait laissé des cicatrices, mais elle ne me définissait plus. J'avais tenu bon. J'avais protégé ma fille. J'avais refusé d'être détruit. On dit que la vengeance ne résout rien. Peut-être qu'ils ont raison. Mais ça m'a foutrement aidé à me sentir entier.